Amis internautes, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter un nouveau livre, Franc CFA, Éco et souveraineté monétaire, enjeux et réalité. C'est paru aux éditions Ney Seda et c'est un livre qui a été écrit par Kwasi Kwame, qui est ingénieur, statisticien et économiste. Il a conduit pendant plusieurs années des programmes économiques et financiers et servi à plusieurs niveaux de responsabilité, notamment de directeur de la prévision économique, de directeur général du budget et des finances au ministère ivoirien de l'économie et des finances, de directeur et administrateur de la BCAO, d'administrateur et de président du conseil dans différentes institutions publiques et privées. Monsieur Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur Adamawad. Voilà, bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes ingénieur et statisticien économiste, ex-directeur général du budget et des finances, ex-directeur et ex-administrateur à la BCAO, président du conseil d'administration de UBA Côte d'Ivoire et aussi professeur à l'Université internationale de Grand Bassam. Vous avez écrit donc un livre sur le franc CFA, l'éco et la souveraineté monétaire. D'abord, monsieur Kwasi, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Merci de cette opportunité que vous me donnez de parler du livre et de parler de ce sujet important qu'est le franc CFA. Vous savez, la monnaie est un élément essentiel dans l'économie d'un pays. Et aujourd'hui, le débat sur la question de la monnaie, notamment du franc CFA, et de l'éco pour ce qui concerne notre région ouest africaine est un débat qui est vraiment qui est dans le public, dans l'opinion publique, dans le peuple. Il est bon que les personnes qui pensent qu'elles peuvent partager certaines réflexions sur ce sujet puissent les faire connaître, puissent les partager. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai écrit ce livre, pour partager peut-être certains aspects de ce sujet que les gens peut-être ignorent un peu, quelque peu, ou bien auxquels les uns et les autres ne font pas attention pour attirer l'attention de nos concitoyens sur certains aspects de cette question du CFA et de l'éco. Voilà ce qui m'a motivé vraiment voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui faites exprès et que le timing est bien choisi, puisque le livre paraît alors qu'il y a une réforme en cours sur le franc CFA, il y a de nouveaux accords monétaires avec la France. Votre sentiment par rapport à ces réformes? Mon sentiment, c'est que c'est des pseudo-réformes. Ce qui se fait aujourd'hui est pratiquement dans la continuité des réformes qui ont été faites depuis la colonisation, parce que c'est toujours la France qui aménage quelques aspects du dispositif et le présente comme une réforme. Ensuite, quelque temps après, on fait des aménagements. On ne se donne pas le temps d'associer ces élites à la réflexion, de dégager vraiment les enjeux réels pour nos pays, et avec ces réflexions que les autorités de la zone maintenant puissent prendre des décisions sur l'avenir de nos pays en matière monétaire. Alors, monsieur Kwame, quand vous dites que c'est la France qui mène ces réformes, est-ce à dire que de notre côté, c'est-à-dire du côté des autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il n'y a pas eu un travail préalable, un travail technique et qui a abouti finalement à la signature entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara en décembre 2019 à Abidjan? Non, il y a certainement eu un travail. Je pense que la Banque centrale a travaillé avec le Trésor. Voilà ce qui s'est passé, c'est que la Banque centrale a travaillé avec le Trésor français. Mais les États, la question monétaire, c'est
c'est une question de souveraineté. Et la monnaie est un instrument de souveraineté des peuples. Donc, il faut que les États, parce qu'il s'agit de changements majeurs dans nos États. Donc, il faut que les États et leurs peuples puissent participer à ce débat. Vous voyez, en France, aujourd'hui, puisque la question monétaire, il n'y a pas que les pays de la zone franc qui sont... Aujourd'hui, tous les États du monde entier sont préoccupés par la question monétaire parce qu'il y a de nouveaux enjeux qui sont là avec la monnaie numérique et les différents pays sont en train de réfléchir sur l'avenir de la gestion monétaire, sur l'avenir de la question monétaire, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Ils associent leurs élites, ils associent leurs citoyens à ces réflexions-là. Donc, il n'y a pas de raison que, en ce qui concerne le franc CFA, que ce débat assez large ne se fasse pas. C'est aux autorités de l'organiser. Ailleurs, ce sont les autorités qui l'organisent. Donc, c'est aux autorités de l'organiser. Et ça, ce partage-là n'est pas fait. Et également, même les institutions comme les parlements des États ne sont pas associés jusqu'à présent. Alors qu'en France, le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Sénat ont débattu de ces questions en leur sein. D'accord. Donc en fait, c'est le modus operandi qui ne vous convient pas. Mais dans le fond, et vu les critiques très nombreuses contre le franc CFA, est-ce que ces réformes ne constituent pas une avancée majeure quand même? Puisque d'une part, il y a des mécanismes qui ont été abrogés ou retirés, comme par exemple le dépôt des réserves, d'une partie des réserves, de 50% des réserves auprès de la Banque de France. Je pense quand même que là, il s'agit d'une avancée majeure. Bon, parler de réformes majeures, c'est vraiment... Moi, je ne suis pas de cet avis parce que il y a un certain nombre de choses qui apparaissaient comme des anomalies. À mon sens, il y a dans le système du franc CFA, il y avait un certain nombre d'anomalies. Et quand on corrige une anomalie, ce n'est pas une réforme majeure. C'est quelque chose qui ne devrait pas être que l'on corrige. En l'espèce, le franc CFA, le système du franc CFA repose sur 3 mécanismes principaux. Le compte d'opération, la fixité de la parité et la garantie de la convertibilité, comme ils le disent. Mais le compte d'opération, c'est une anomalie. Le compte d'opération au Trésor français, c'est une anomalie. D'abord, parce que les ressources que nous déposons, les dollars que nous déposons dans ce compte d'opération sont acquises à la France. Les dollars que nous sont acquises à la France. Donc, quand la France dit que ça ne le compte d'opération ne leur rapporte rien, ce sont des histoires. Les devises, parce que le compte est tenu en euros, donc les devises en dollars que nous déposons sur ce compte sont acquises à la France. Donc, ensuite, un compte auprès du Trésor. Le Trésor est la banque de l'administration française, des services administratifs. Ce n'est pas auprès du Trésor que un État souverain va ouvrir un compte. Il y a la Banque de France est la banque de l'État français. S'il y a un partenariat entre l'État français et des États, à la limite, les banques centrales peuvent exécuter cette coopération. Mais faire créer un compte d'opération auprès du Trésor français, c'est ramener les États au niveau d'une administration française. Et ça, c'est une anomalie pour moi. Une autre anomalie, c'est que, vous savez, le compte d'opération, il est auprès du Trésor français, mais le compte réellement qui reçoit les mouvements, ça passe par la Banque de France. Et à la Banque de France, ce compte-là, il est considéré dans les états financiers de la France, comme si c'était des ressources de la France. Ça fait partie de la position nette du gouvernement français. Donc, pour moi, ce sont des anomalies. La BCEAO a un compte de correspondant avec la Banque de France.
Et donc, des comptes de correspondants, plusieurs comptes de correspondants peuvent être ouverts et fonctionner. On n'a pas besoin. Mais la BCEAO dispose aujourd'hui quand même de plusieurs comptes, justement, en dehors de ce compte, de ce fameux compte d'opération. Il y a plusieurs comptes en devises dans d'autres places. Est-ce que cela n'apporte-t-il pas plus de flexibilité pour la zone dans ses opérations avec l'extérieur? Parce que aujourd'hui, par exemple, nous avons effectivement vu cet accord qui met fin à ce compte d'opération, mais quelle est la suite? Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de fermer ce compte pour l'ouvrir dans d'autres comptes? La BCA a d'autres comptes dans plusieurs banques et tout ça. Elle a des comptes à New York, elle a des comptes, mais les comptes à New York sont en dollars. Les comptes auprès de la Banque de France sont en euros. Mais généralement, sur ces comptes-là, quand la BCEAO reçoit des dollars, c'est comptabilisé comme des dollars reçus. Ce n'est pas comptabilisé dans la monnaie, en une autre monnaie. La BCEAO garde les devises qu'elle a acquises. Donc, la BCEAO a d'autres comptes de correspondants dans plusieurs autres banques, mais qui ne sont pas de la même nature que le compte d'opération. Imaginez-vous le compte d'opération quand c'était le franc français, nos devises étaient accaparées par la France et la France nous donnait le franc français. Et tout le monde sait ce que valait le franc français. Donc, imaginez, pendant la colonisation, c'était pareil. Si on exporte à l'extérieur, les devises sont acquises à la France et la France nous met du franc CFA. Donc, c'est le même mécanisme. On fait des réformettes, mais le fond ne change pas. Là, dans le cas d'espèce, face à la réaction de l'opinion publique africaine, cette anomalie-là est devenue vraiment grossière et la France a dû lâcher vraiment sur le compte d'opération et aussi parce que ça lui coûte cher puisque la rémunération qu'elle donne sur ce compte d'opération aussi commence à devenir une charge importante pour elle. Donc, elle a décidé vraiment de lâcher du lest. Alors monsieur Kwame, alors ce compte d'opération était l'une des contreparties de la garantie de convertibilité illimitée de la France vis-à-vis de cette monnaie. Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre que cette garantie, en réalité, elle n'a fonctionné que dans un temps très bref et d'ailleurs, ça a abouti à la dévaluation, la fameuse dévaluation de 1994. Mais aujourd'hui, à l'heure où on va vers ces réformes, est-ce que ces réformes ne répondent pas aux doléances africaines? Ou bien est-ce qu'il faut aller vers des réformes beaucoup plus poussées, c'est-à-dire mettre fin carrément à la monnaie et créer des monnaies nationales? C'est ça votre avis? Non, en fait, ce n'est pas véritablement ça mon avis. En réalité, il y a deux points essentiels sur lesquels que la France a maintenu. C'est la fixité de parité et la convertibilité, la garantie de convertibilité. Moi, à mon sens, il n'y a pas de garantie de convertibilité. La convertibilité de notre monnaie est assurée par les pays eux-mêmes, par la Banque centrale. Ce n'est pas la France qui assure la convertibilité du franc CFA. Il y a dans ce domaine-là, il y a vraiment un langage qui est confus à dessein. Qui est confus à dessein pour faire croire que c'est la France qui assure la convertibilité du franc CFA. Non, la convertibilité d'une monnaie est assurée par les disponibilités en réserve de change. Donc, la France ne garantit pas la convertibilité de la monnaie. Elle nous garantit qu'elle va nous donner des réserves. Elle va nous approvisionner en réserve le jour où nous avons une insuffisance de réserve. Voilà l'enjeu de la convention de coopération. C'est que c'est une garantie qu'elle va nous fournir des réserves le jour où les pays de l'UEMOA sont confrontés à une insuffisance de réserve. Mais ce n'est pas le qui assure la convertibilité. La preuve, malgré la garantie de la France, elle ne peut pas empêcher que s'il n'y a pas de réserve du tout,
il n'y a pas de devise, même si elle nous en donne et que nos pays ne sont pas capables de générer des devises, mais c'est la dévaluation qui va suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement. Alors, en 60 ans, quand même, on a eu un seul choc, je pense que c'est 1994. Mais est-ce que si vous comparez, M. Kouassi, le franc CFA, aussi bien de la zone CEMAC que de la zone IOMOA, avec par exemple le Naira, le CEDI, ou avec l'expérience d'autres monnaies comme la monnaie guinéenne, finalement, on ne gagnerait pas au change. Bon, avant de venir à votre question, je vais donner l'exemple de la CEMAC. Aujourd'hui, depuis quelques années, on lit tous dans la presse, la pression de la France et du FMI pour que les pays de la CEMAC dévaluent, malgré la garantie qu'il y a. Donc aujourd'hui, même quand les pays sont confrontés à une situation où anticipent une situation d'insuffisance de réserve ou bien font face à une faiblesse des réserves, la France et le FMI poussent à la dévaluation. Donc, la garantie de convertibilité, quel est le sens? Quel est son sens aujourd'hui? Voilà, je pense que c'est une garantie, ce n'est pas pour défendre le mécanisme, mais je pense que c'est une garantie en dernier ressort. Et malheureusement, c'est une garantie qui intervient après avoir épuisé toutes les voies de recours, après avoir fait le ratissage, après avoir imposé des mesures de restriction budgétaire. Et dans le cas de la CEMAC, effectivement, depuis 3 ans, on est un peu au-dessus du volcan. Par contre, est-ce que là, s'il n'y avait pas de garantie de la France, le franc CFA de la CEMAC n'aurait pas été dévalué à l'image de ce qu'on voit dans certains pays où les monnaies ont subi quand même des dévaluations de 30% sur ces 5 dernières années? Non, parce que la garantie n'a pas encore joué au niveau de la zone CEMAC. Mais c'est une dissuasion. En fait, la garantie joue comme une sorte de caution. Voilà, une garantie morale, mais aussi une garantie qui joue à l'international auprès des partenaires qui se disent que quel que soit Alpha, il y a quand même une signature de la France qui est adossée à cette monnaie. Donc, elle est fiable, même si les réserves ou bien les critères et les ratios macroéconomiques ne sont pas ce qu'ils devaient être. Oui, au plan moral, on peut considérer qu'il y a une forme de garantie morale. Mais in fine, si on doit aller à la dévaluation, c'est la sanction d'une situation d'insuffisance de réserve. Si on doit y aller, mais autant y aller plutôt que d'avoir une garantie morale qui n'empêche pas qu'on y aille lorsqu'on a une insuffisance de réserve. La situation que vous avez des pays de l'Afrique de l'Ouest que vous avez évoqué, non, je pense qu'il ne faut pas regarder. Il faut regarder un peu ailleurs. Il faut regarder ce qui se fait de mieux ailleurs. C'est vrai que par le passé, l'inflation était vraiment une source de préoccupation puisque de nombreux pays ont connu de l'inflation, de l'hyperinflation, pendant que le franc CFA, la zone CFA était vraiment relativement stable. Mais aujourd'hui, allez-y en Asie, vous regardez en Asie, regardez en Amérique latine, mais de nombreux pays ont une stabilité monétaire. Et justement, là aussi, c'est un autre aspect du langage du mensonge, je veux dire, qui est vendu aux Africains pour faire croire que la stabilité monétaire, c'est la fixité monétaire. Non. Non, la stabilité monétaire, oui, les pays africains, les pays de la zone franc sont habitués à la stabilité monétaire. Ils tiennent à la stabilité monétaire. Mais allez-y voir, en Asie, le Cambodge, le Vietnam et tous ces pays-là ont des taux d'inflation de moins de 3%. Ils n'ont pas une fixité de parité parce que c'est une rigidité. Quand vous prenez sur un terme assez long, sur 30 ans, vous avez une forme de rigidité dans l'économie. Et ce n'est pas étonnant que les pays asiatiques, les pays d'Amérique latine se développent beaucoup plus que nous parce que vous avez une rigidité dans l'économie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour la stabilité, mais la stabilité, ce que la France nous fait croire, c'est que la stabilité égale fixité de parité. Ça, c'est un mensonge. En fait, vous dites qu'il ne faut pas résumer la stabilité à la parité fixe. C'est ça. Il ne faut pas résumer la stabilité à la parité fixe. On est tous d'accord pour la parité fixe. Mais
On peut avoir un arrimage à un panier de monnaie. On peut avoir un régime flexible dirigé. Et tous ces pays-là, je vous dis, dans le livre, vous pourrez le voir, vous le voyez d'ailleurs, les pays comme l'Équateur, ils ont des taux d'inflation de moins de 1%, mais ils n'ont pas une fixité de parité. En Asie, c'est pareil. Pour le Vietnam, c'est pareil. Donc, ce lien... Oui. En résumé, M. Kwame, vous parlez dans ce livre du triangle d'incompatibilité de Mundell, en disant qu'on ne peut pas avoir les trois objectifs et la parité fixe et la parité fixe et la libre circulation des capitaux. Donc, quel est en fait le principal reproche qu'on pourrait faire à la zone CFA par rapport à cette théorie économique et monétaire? Oui, c'est comme vous le dites, Mundell dit bien, le triangle des incompatibilités de Mundell dit que vous ne pouvez pas avoir à la fois une fixité de parité, une liberté de transfert des capitaux et en même temps avoir votre politique monétaire axée sur des objectifs nationaux. Donc, nous, dans le cas d'espèce, on a une fixité de parité, on a une liberté de transfert des capitaux. Donc, ça veut dire que notre politique monétaire n'est pas centrée sur l'atteinte d'objectifs nationaux. C'est essentiellement porté sur la défense de la fixité de la parité, sur la défense des réserves de change. Et c'est ça qu'il faut dire. Et donc, il faut qu'on fasse un choix. Voulons-nous une politique monétaire qui soit véritablement portée sur la réalisation d'objectifs nationaux de croissance, de création d'emplois, en maintenant la stabilité monétaire? C'est cela que, dans ces conditions-là, la liberté de transfert des capitaux, ça ne doit pas être pratiquement... on ne doit pas avoir cette liberté de transfert des capitaux. On doit avoir des transferts des capitaux qui soient justifiés pour l'économie, parce qu'il y a des opérateurs économiques qui ont besoin de faire leurs opérations pour faire tourner l'économie. Ça on le conçoit. Mais... alors, est-ce que réellement, M. Kwasi Kwame, vous êtes un ancien de la BCEAO, est-ce que réellement aujourd'hui on peut dire qu'il y a une liberté intégrale de circulation ou de transfert des capitaux dans la zone IOMOA? Oui, la preuve aujourd'hui, quand vous parlez à beaucoup d'opérateurs économiques, ils vous diront, certainement même des citoyens, les difficultés qu'il y a à faire des transferts à l'extérieur et tout ça, parce qu'il faut que les transferts, les transferts à l'extérieur soient justifiés et soient dûment causés. Donc, il faut le dire clairement. Il ne faut pas dire en même temps qu'on a une convertibilité de la monnaie, on a une liberté de transfert des capitaux. Il faut vraiment... Peut-être aussi, mon cher Kwame, c'est pour les autorités un gage d'attractivité pour leur pays vis-à-vis des partenaires à l'extérieur, parce que connaître qu'une zone elle est stable du point de vue risque de change et en plus qu'elle permet le libre transfert des capitaux, c'est quand même un supplément normalement d'attractivité pour l'environnement des affaires. Oui, mais quand vous l'annoncez, mais il faut pas l'annoncer. Si vous l'annoncez et que, en réalité, dans les faits, les opérateurs ne peuvent pas le faire, c'est encore plus dommageable pour l'environnement. Dans le fait, c'est une libre circulation ou un libre transfert qui est adossé quand même aux justifications légales et selon les lois bancaires, selon les lois contre le blanchiment. Effectivement, il faudrait que ça soit motivé. Monsieur Kwame, c'est vrai que vous parlez de l'Équateur, du Vietnam. Dans notre zone africaine, dans notre zone même ouest africaine, on voit quand même qu'il y a plusieurs expériences de création de monnaie nationale. Et là, on constate que le Nigeria a sa monnaie, le Naira, qui est souvent, malgré le pétrole, parce que c'est le 8e producteur quand même de l'or noir, mais le Naira est souvent fragilisé par rapport même au franc CFA. On voit aussi le Ghana avec le CEDI et plusieurs dévaluations, plusieurs réformes même du CEDI. Finalement,
est-ce que le franc CFA n'est pas la meilleure monnaie dans le meilleur des mondes possibles et dans la meilleure des Afriques de l'Ouest pour le moment possible? Oui, c'est-à-dire que le Ghana, le Nigeria et tout ça ne sont pas de bons exemples. Il ne faut pas se baser sur les mauvais exemples pour se conforter dans sa position. Il faut chercher à faire mieux. Et nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons. Mais regardez certains pays, regardez un peu la Mauritanie. La Mauritanie a un taux d'inflation qui est proche des nôtres. Ils ont leur monnaie, mais ils n'ont pas de taux d'inflation à 2 chiffres. Hein. La Mauritanie a des taux d'inflation de 3 à 5%. La Gambie n'a pas de taux d'inflation à 2 chiffres, comme le Ghana ou le Nigeria. Donc, il ne faut pas regarder les mauvais exemples pour dire que non, bon, on se contente de ce qu'on a. Nous pouvons garder maintenir la stabilité monétaire et orienter davantage notre politique monétaire pour développer la création de richesses, pour développer les emplois. Je vous dis, nos économies sont sous-financées. Quand vous regardez la masse monétaire, ce que la masse monétaire représente par rapport au PIB, mais c'est moins de 30%. Quand vous voyez l'ensemble des crédits bancaires par rapport à l'ensemble du PIB, c'est moins de 30%. Mais dans tous les autres pays, même le Cap-Vert qui a une fixité de parité, mais le taux de l'économie, c'est les crédits bancaires représentent plus de 60% du PIB. Et dans les autres pays, en Asie, en Amérique latine, vous avez 60 à 80% du PIB, souvent 100%. Ça veut dire qu'ils financent leur économie. L'économie, ils financent vraiment la création des richesses. Donc, quand nous avons le chômage dans nos pays, on a des niveaux de chômage élevés, on ne comprend pas, mais c'est parce que le système monétaire n'accompagne pas suffisamment les créations de richesses. Nous sommes à moins de 30%, là où ailleurs ils sont à 60, 80 et plus de 100%. Nos économies sont sous-financées. Voilà un des enjeux majeurs. Voilà les enjeux de demain. Donc je rappelle, mon cher Kwasi Kwame, auteur de ce beau livre, Franc CFA, éco et souveraineté monétaire, enjeux et réalité. Donc, M. Kwasi, j'ai l'impression en vous lisant que vous minorez les politiques économiques, vous minorez la gouvernance, puisque quand vous parlez du financement de l'économie, c'est-à-dire de l'encours des financements bancaires rapportés au PIB, il me semble qu'il y a d'autres facteurs monétaires qui devraient entrer en jeu dans l'analyse. Oui, d'une façon générale, il y a la gouvernance globale qui est importante, parce que la monnaie ne peut pas tout faire si la gouvernance globale elle-même n'est pas dans la bonne direction. Donc, que ce soit incluant la gouvernance politique. Il y a aussi d'autres questions. Et là, vraiment, il faut qu'on aide ailleurs, dans ces pays-là, vous voyez, en Asie, en Amérique latine, la démocratie vraiment est plus forte. La gouvernance s'est considérablement améliorée. La gouvernance de ces pays-là s'est considérablement améliorée. Et donc, la monnaie, en ce moment-là, aussi joue son rôle, vraiment de façon active, de façon plus active. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons créer des richesses. Je donne un exemple, un autre sujet, de l'or. Mais on n'a pas encore réalisé que l'or, c'est de l'argent. L'or, pour une banque centrale, c'est comme si elle avait une devise. Vous prenez un pays comme les Philippines. Les Philippines produisent à peu près autant par an, autant d'or que la zone UEMOA. Mais aujourd'hui, les Philippines, ils sont à plus de 200 tonnes. La Banque centrale a plus de 200 tonnes d'or. Nous sommes à 36 tonnes. Mais ce qui pourrait constituer une forme de devise qui sont sur notre sol, on laisse d'autres opérateurs venir les exploiter pour aller, et après on va demander à d'autres pays de nous donner des devises. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Il y a paradoxal, en effet, paradoxal. D'ailleurs, ça me permet de revenir un peu à la charge pour vous dire que, est-ce que finalement,
ce ne sont pas nos politiques économiques, la convergence de nos politiques économiques qui sont défaillantes, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas finalement la commission de l'UEMOA qui devait coordonner cette convergence qui, ces dernières années, a pris du retard par rapport, par exemple, à la BCEAO? Oui, la question de convergence, vous savez, c'est une mauvaise solution à un problème réel. Parce qu'une union monétaire, parce que souvent les gens ont dit que on a la même monnaie et on a le commerce intra-régional à peine de 15% ou de 30%. Mais ce n'est pas la monnaie qui fait l'intégration. Une monnaie commune est au service d'économies intégrées. Elle n'est pas au service de l'intégration d'économies. Elle est au service d'économies qui sont intégrées. Donc, c'est pas, et dans le cas d'espèce, dans une union monétaire, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. Il faut qu'il y ait les facteurs de, il faudrait que les facteurs de production puissent se déplacer librement. Il y a cette mobilité des transferts des facteurs de production qui est importante. Et il y a aussi des institutions fédérales qui sont importantes. Mais si on n'a pas ces institutions fédérales, à défaut de ces institutions fédérales, l'Union européenne a trouvé ses mécanismes de convergence et tout ça. Mais ces mécanismes de convergence ne sont pas la solution. Un exemple, sur la convergence au niveau des taux d'inflation. La Guinée-Bissau, avant de rentrer dans l'Union monétaire, elle avait des taux d'inflation très élevés. Mais dès qu'elle est rentrée dans l'Union, si on exigeait de la Guinée-Bissau d'avoir des taux d'inflation qui sont proches de ceux des pays membres avant d'y entrer, mais elle aurait attendu encore longtemps. Mais dès qu'elle est rentrée, au bout d'une année, mais son taux d'inflation c'est pratiquement aligné sur celui des autres. Donc, cette question de convergence, elle n'est pas, pour moi, c'est une fausse solution à ce problème-là. Parce que même en Europe, il y a aujourd'hui, bien qu'il soit ce mécanisme il y a des économies qui divergent. Il y a des économies qui divergent. Et ça arrivera toujours. Vous prenez les États-Unis, qui est le meilleur exemple d'intégration. Il y a des économies qui sont à des déficits budgétaires plus élevés enfin des États fédérés qui ont des situations budgétaires plus élevées qui ont des déficits budgétaires plus élevés que d'autres. Donc, les critères de convergence ne sont pas vraiment... Non, mais quand même, M. Kwame, la convergence, elle est quand même souhaitée dans une union économique et monétaire. Et là, le problème dans la zone IOMOA, c'est qu'on a l'impression que l'aspect économique est très minoré. Vous-même, vous le dites qu'il n'y a pas mobilité des coûts de facteurs, mais aussi il n'y a pas harmonisation des fiscalités, il n'y a pas création d'un marché unique du travail. Donc, il y a un certain nombre d'obstacles. Il y a aussi toutes les barrières tarifaires et non tarifaires qui existent. Donc, ce qui fait que même si vous avez une monnaie qui est performante, en tout cas du point de vue macroéconomique, vous ne pouvez pas en tirer tous les bénéfices parce que du point de vue économique, du point de vue des politiques économiques, donc il n'y a pas cette mobilité. Mais justement, c'est ce que je disais, que les critères de convergence ne sont pas la solution aux problèmes que vous relevez, les obstacles, l'absence de marché unique de travail, la mobilité des capitaux, des facteurs de production, et puis un instrument fédéral, c'est-à-dire un trésor. On devrait avoir un trésor UEMOA. Vraiment, on devrait avoir un trésor UEMOA qui collecte des ressources, qui peut faire des transferts, vraiment une vraie institution fédérale qui puisse faire de vrais transferts, de vrais investissements au profit des autres États. Parce que les instruments fédéraux manquent, ne sont pas encore... On a créé la commission de l'UEMOA, mais on n'est pas encore à ce stade d'avoir des instruments fédéraux, d'éliminer toutes ces barrières au niveau du marché du travail, au niveau même de... Alors, M. Kwame, donc pour finir avec ce sujet du franc CFA, donc il faut aller plus en créant des instruments fédéraux, par exemple un trésor pour les États de l'UEMOA,
un ministère des Finances, c'est-à-dire finalement, pratiquement aller vers un gouvernement, un État fédéral. Mais bien sûr, c'est ce qu'il fallait. Si on a décidé d'avoir un destin commun et d'avoir une monnaie commune, je suis désolé, mais c'est vers ça qu'il faut y aller. Il faut. Bon, là, tout à l'heure, on a parlé de la gouvernance globale, mais justement, il faut voir que, justement, dans les 2 autres livres que je suis en train que je vais publier bientôt, j'aborde cette question. Il faut qu'on se dise qu'on est dans une union monétaire. Le pouvoir, on doit avoir des pouvoirs, un partage de pouvoir à un niveau fédéral, au niveau des États et au niveau des régions. Les pays qui sont des réussites, les grands pays développés qui marchent bien, vous prenez l'Allemagne, vous prenez les États-Unis, vous prenez la Suisse, mais c'est des exemples de partage de pouvoir entre un niveau fédéral et un niveau des États ou des régions et un niveau au niveau municipal. Donc, il faut qu'on y aille, qu'on ait véritablement au niveau régional des institutions fédérales, même si on ne peut pas les créer toutes, qu'on aille pas à pas. Mais bon, c'est ce que les chefs d'État ont essayé de faire avec la commission de l'UEMOA. Bon, mais il faut qu'il y ait de vrais instruments, un vrai trésor au niveau de la zone qui finance vraiment des opérations, un vrai ministre des Finances de la zone UEMOA qui mène des opérations différentes de celles des États et un certain nombre d'institutions fédérales. Il faut qu'on y aille progressivement. Effectivement, donc un certain nombre d'institutions fédérales, comme vous le dites bien, et hâte de lire votre prochain livre. Alors, quid de l'éco, cette monnaie de la CEDEAO qui était annoncée pour 2020, repoussée peut-être à cause du coronavirus? Est-ce que vous êtes un éco-optimiste, M. Kwame? Oui, je suis un éco-optimiste. Nous sommes obligés d'y aller. Mais il faut voir que la démarche de la France visait à casser le dynamisme de la création de l'éco au niveau de la zone CEDEAO, parce que, je reviens un peu là-dessus, comme on l'avait dit au niveau de la démarche, pour changer la dénomination de la monnaie au niveau de l'UEMOA, c'est le Conseil des ministres qui le décide. C'est une décision du Conseil des ministres. Jusque-là, dans la réforme, aucune décision du Conseil des ministres n'a décidé cela. Ça, c'est l'article 19 du traité qui le dit. Donc, et même, donc, quand les chefs d'État, le président Macron et Ouattara annonçaient que la monnaie éco serait mise en place en juin 2020, alors qu'il n'y a nulle part, on avait matérialisé ce changement de domination, c'était pour casser la dynamique de l'éco. Moi, je suis partant pour l'éco. Les pays, nos banques centrales et nos pays ont acquis beaucoup d'expérience en matière de gestion monétaire, en matière de gestion économique. Donc, nous sommes capables de gérer aujourd'hui. Et la BCAO, je pense, a vraiment beaucoup d'expérience. Est-ce que vous pensez que les pays anglophones sont justement prêts pour basculer dans l'éco? Oui, certains pays anglophones sont prêts. Moi, ma vision, c'est que le Nigeria, dans un premier temps, le Nigeria a une économie suffisamment grosse, suffisamment forte, suffisamment solide pour avoir encore sa monnaie pendant un certain temps. Si nous devons construire l'éco, on peut construire l'éco déjà autour des pays de l'UEMOA et du Ghana et des autres pays, et ensuite faire une fusion maintenant avec le Nigeria. Parce que le Nigeria est une économie vraiment qui est dans des proportions au-delà des autres pays et qui dépend fortement du pétrole. Et pour moi, il y a plus de cohérence à constituer dans un premier temps l'éco avec le Ghana et les autres pays, et ensuite aller vers une autre union avec le Nigeria. Et les critères de convergence qu'on impose à l'entrée, à l'observation, pour moi, on n'a pas besoin de
il faut faire un effort de convergence, bien sûr, mais ça ne doit pas être un préalable que ces pays-là respectent absolument avant d'aller à l'éco. J'ai donné l'exemple du taux d'inflation où, bon, je ne vois pas pourquoi on va exiger au pays d'avoir des taux d'inflation à moins de 5% avant d'aller à l'éco, puisque dès qu'ils y seront, le taux d'inflation sera Alors, il y a quelque chose, il y a un aspect peut-être qui n'a pas été suffisamment dit dans cet élan vers la monnaie de la CEDEAO, c'est la volonté politique. Est-ce que vous pensez qu'elle est au rendez-vous, cette volonté politique qui est indispensable pour créer de si grands ensembles? Oui, je pense que la volonté politique est au rendez-vous. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il y a des réalités dont il faut tenir compte. On va à une union monétaire avec des pays comme le Ghana ou le Nigeria. Je veux dire, c'est normal que ces pays-là expriment une forte présence dans le nouvel ensemble qui va se faire, comme ça a été le cas dans l'Union européenne avec l'Allemagne. Donc, ça, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte. Mais si on veut une union monétaire dans laquelle on a le mécanisme qu'on a au niveau de l'UEMOA et qu'on transpose au niveau de la zone éco, ça ne marchera pas. Exactement. Donc, pour vous, il faut faire abstraction un petit peu des critères de convergence et basculer. Et par la suite, il y aura une sorte d'autorégulation qui va intervenir. Mais est-ce que vous croyez que le ciblage de l'inflation, vous, en tant qu'ancien cadre de la BCEAO, est-ce que vous pensez que le ciblage de l'inflation, qui constitue un petit peu quand même l'identité de la BCEAO, doit être maintenu au sein de ce grand ensemble éco? Oui, le ciblage de l'inflation doit être maintenu, puisque c'est aujourd'hui, je veux dire, c'est le fondement des politiques monétaires dans pratiquement tous les pays du monde. La question, c'est le ciblage de l'inflation se fait par rapport à un objectif de maintien de la stabilité monétaire. La question, c'est que signifie la stabilité monétaire pour nous? C'est ça la question fondamentale qu'on ne se pose pas. La stabilité monétaire pour nous, c'est quoi? Je vous dis, pour le Brésil, la stabilité monétaire, c'est un taux d'inflation de 5%. Pour la Russie, c'est un taux d'inflation de 5%. Pour l'Inde, c'est un taux d'inflation de 5% maximum. Mais pour nous, c'est quoi? La stabilité monétaire aujourd'hui, pour nous, c'est un taux d'inflation de moins de 3%. Donc, comme l'Union européenne, 2% avec des marges de fluctuation de 1%. C'est ça qu'on doit... Qu'est-ce que ça signifie? Voilà les pays qui sont plus développés que nous, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui ont défini la stabilité monétaire chez eux, c'est vraiment une cible de 5% d'inflation. Pour nous, dans nos pays, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont ces questions qu'on doit se poser. Est-ce que ça signifie toujours 2%, comme dans l'Union européenne, ou bien la stabilité monétaire pour nous, on considère qu'à 4%, on considère que on est dans une situation de stabilité monétaire. C'est ce débat-là que nous devons avoir. D'accord. Donc c'est ce débat-là que nous devons avoir. Je pense que c'est un débat très actuel en ce moment. Monsieur Kwasi Kwame, donc auteur du livre Franc CFA, Éco et souveraineté monétaire, enjeux et réalité aux éditions Ney Seda. Merci d'avoir été des nôtres pour ce débrief très intéressant autour de votre livre. Et merci et nous attendons avec impatience vos 2 prochains livres qui paraîtront cette année. Merci beaucoup. Merci, monsieur Adam Awad. Et encore une fois, tous mes encouragements pour le travail que vous faites pour porter l'information, aussi bien économique, politique, tout ça à l'attention des citoyens africains, des peuples africains, pour leur permettre de susciter les débats et les discussions autour des enjeux et des défis du continent. Merci à vous et salut.